Et du coup, le nom des objets auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des sous-variétés de Rn. Variétés parce que, comme vous allez voir, il y en a beaucoup, et sous parce que ce sont des sous-ensembles de Rn qui vont vérifier une certaine propriété qui fait qu'on peut utiliser les idées du calcul différentiel pour les étudier. Alors, bon, ça, c'est la question dont je vous ai parlé, qu'on allait certainement se poser aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut utiliser les théorèmes et les idées du calcul différentiel pour étudier géométriquement les courbes et les surfaces de R2 et de R3? Qu'est-ce que j'entends par étudier géométriquement? La géométrie à laquelle vous êtes peut-être plus habitué, dont vous avez peut-être plus entendu parler, c'est la géométrie euclidienne, des histoires de droites qui se croisent, qui forment des angles. Qu'est-ce que c'est l'angle? Éventuellement des cercles, des triangles, des polygones, des choses comme ça. Mais comme on a vu cette année, comme si vous avez jeté un œil aux petites illustrations que j'ai mises de temps à autre sur le pays, il existe en fait toutes sortes de courbes qui ne sont ni des cercles, ni des triangles, mais des choses assez irrégulières. Est-ce qu'on peut faire de la géométrie avec ça? Est-ce qu'on peut calculer des longueurs? Est-ce qu'on peut se demander en quel point elles s'intersectent? Bon, bah ça, c'est des équations à résoudre, donc ça peut être résolu par le théorème d'inversion locale ou le théorème des fonctions implicites, par exemple. Euh, Question qu'on peut se poser qui est plus spécifique à la géométrie, c'est à la géométrie différentielle, c'est quel sens donner à la notion de courbure? On a l'impression qu'une droite, c'est pas du tout courbé, qu'un cercle, c'est courbé un peu partout pareil, qu'une ellipse, si elle ressemble à ça, elle est plus courbée ici que là, où elle est plus plate, et du coup, on a l'impression que la notion de courbure varie le long de l'ellipse. Comment est-ce qu'on peut étudier, formaliser la notion de courbure? Une autre question qu'on peut se poser, c'est si justement j'ai un espace courbe, qui est par exemple, je ne sais pas, une sphère, mais un peu aplatie en haut et en bas, comme, je ne sais pas moi, la Terre, c'est quoi le plus court chemin parmi les chemins qui sont, non pas dans R3, mais qui sont tracés sur la sphère? Et ça, c'est un problème qu'on appelle le problème des géodésiques, sur lequel on terminera. Donc ça, c'est ce que j'entends par l'étude géométrique des courbes et des surfaces. Et on va voir de plus qu'on peut généraliser la notion de courbe et de surface de R2 et de R3 à des objets de dimension supérieure, donc ce qu'on va appeler des variétés, des sous-variétés de dimension D dans Rn. Et après, je vous expliquerai pourquoi c'est pas complètement gratuit de faire ça, pourquoi ça nous intéresse un petit peu quand même. Donc, c'est quoi depuis toujours la grande idée du calcul différentiel? C'est si j'ai un objet compliqué, comme par exemple une courbe, une surface décrite par une équation, une fonction un peu tordue, j'aimerais approcher mon objet compliqué par un objet simple, où simple en général signifie linéaire. Donc, ce qu'on a vu jusqu'ici avec la notion de différentiel, c'est que une application différentiable, et de préférence C1, localement, au voisinage de chaque point, on peut l'approximer par une fonction linéaire qu'on appelle sa différentielle. C'est toute l'idée du développement limité à l'ordre 1. La différentielle, c'est l'application linéaire qui ressemble le plus à ma fonction au voisinage d'un point. C'est ça toute l'idée. Comment on ferait pour étudier des courbes, des surfaces, des sous-ensembles de R2 et de R3 avec cette idée-là? L'idée, ce serait de trouver des sous-ensembles de R2 et de R3 qui, localement, au voisinage de chaque point, ressemblent à un sous-espace vectoriel. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire ça donc? Si on regarde par exemple une courbe pas trop méchante, mais quand même qui n'est pas un cercle, qui n'est pas un triangle, qui n'est pas une ellipse, c'est la parabole qui est décrite par l'équation y égale x au carré. Comment est-ce qu'on pourrait voir si oui ou non elle ressemble à un sous-espace vectoriel? Ici, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on peut prendre R2 et le donner à manger à un certain C1 difféo, celui-ci, celui qui a XY dans R2 associe X, donc la première coordonnée, on ne la bouge pas, et Y moins X au carré dans R2. Donc ce truc-là, il va prendre des points de R2, il va nous redonner des points de R2, et c'est un C1 difféomorphisme, ce qui veut dire que ça va être une bijection qui va déformer le plan. Donc qui va déformer R2 tout entier. Et en faisant cette déformation, ce qu'il va faire à la parabole, c'est qu'il va la déplier et l'aplatir sur l'axe des abscisses.
Parce que si vous prenez un point qui est sur la parabole P, il vérifie donc y égale x au carré, et donc son image par f, ça va être un point du type x0. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce C1 difféomorphisme de R2, donc ce n'est pas juste un C1 difféomorphisme défini sur P, un C1 difféomorphisme, il faut que ce soit défini sur un ouvert d'un espace vectoriel, et P n'est pas un ouvert. Donc c'est un C1 difféomorphisme qui va transformer R2 tout entier, et en déformant R2, il va envoyer ma parabole sur une droite, et même sur une droite particulièrement simple, puisque c'est tout simplement l'axe des abscisses. Et alors ça, à quoi ça ressemble? Ah oui, je suis d'accord, tout ce que tu veux dire. Donc voilà, là j'ai... Ah oui, non. Donc, ici, j'ai ma parabole, y égale x au carré, dans R2, avec une grille qui représente les axes cartésiens habituels. Et ensuite, on va appliquer l'application. Donc ça, c'est ce qui se passe avec le plan. C'est la façon dont le plan se déforme quand j'applique l'application grand F que je vous ai donnée tout à l'heure. Et en particulier, la parabole, elle se retrouve sur l'axe des abscisses, comme on voit ici. C'est ça que j'entends par « on peut aplatir la parabole ». Il y a toutes sortes de courbes comme ça qu'on va pouvoir, en quelque sorte, déplier ou aplatir. Il y en a cependant, ça ne va pas être si facile que ça. Par exemple, si je prends le cercle, qui n'est pourtant pas un truc très méchant, je ne peux pas prendre un C1 difféomorphisme de R2 dans R2 qui va envoyer le cercle sur un segment ou une droite de l'axe des abscisses, ou même une droite tout court. Parce que du coup, là, on voit que si j'essaye d'aplatir mon cercle comme ça ne pourra pas me donner une bijection, parce que les points 0, 1 et 0, moins 1, ils vont se retrouver sur le même point. Et ça, du coup, si ce n'est pas une bijection, a fortiori, ce n'est pas un C1 difféo. Et du coup, je ne pourrais pas récupérer mon cercle à partir du segment. Ça ne sera pas une bijection, et ça, j'en veux pas, parce que ça veut dire qu'en faisant cette opération, je vais en quelque sorte perdre de l'information. Puis je pourrais casser le cercle en un point et puis le déplier comme ça. Mais du coup, cette application-là, elle ne peut pas être continue parce que j'avais deux points qui étaient proches dans l'espace de départ et qui vont se retrouver très loin dans l'espace d'arrivée. Et donc, c'est une application pas continue et donc elle ne va pas être C1. Et ça, on verra un peu plus tard que ça nous embête beaucoup parce que les questions qu'on va vouloir se poser sur nos courbes et nos surfaces et nos sous-variétés, il va me falloir des dérivées. Ça ne va pas marcher si elles ne sont pas C1. Et donc, si elles ne sont pas continues, c'est encore plus mort. Du coup, le cercle, alors évidemment, là, j'ai juste pris quelques exemples et montré que ça n'avait pas l'air de marcher. En fait, on peut montrer que ce n'est pas juste que j'ai manqué de créativité, c'est qu'il n'y a vraiment aucune manière de déplier tout le cercle d'un seul coup par un C1 difféomorphisme de R2. Et c'est pour ça que revient le mot qu'on entend tout le temps en calcul différentiel, on va à la place l'étudier localement. Localement, au voisinage d'un point de donné du cercle, on va pouvoir le transformer en un bout de segment. Parce que du coup, si je prends un point x0, y0 qui est dans mon cercle, il y a trois cas. Soit y0 est strictement positif, donc je suis sur la partie du dessus, et celle-là, je vais pouvoir l'aplatir. Soit y0 est strictement négatif, donc je suis en dessous, et ça, je vais pouvoir aplatir. Soit y0 égale 0, donc ça, c'est juste les deux points qui sont sur les côtés. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà si y0 est strictement négatif? Ça veut dire que je suis sur un point un peu comme celui-là, là. Et si je me restreins à un voisinage de ce point dans R2, donc ici j'ai pris une boule pour la norme infinie, un petit carré là, et que je regarde juste ce voisinage du point, bah là du coup le cercle, il ressemble à la courbe d'équation y égale moins racine de 1 moins x au carré. Voisinage de x pour x0 proche, pour x pardon, proche de x0, les points qui sont sur le cercle, ils sont de la forme y égale moins racine de 1 moins x au carré. Et du coup, je vais pouvoir appliquer la même astuce que tout à l'heure. Je vais définir un C1 difféomorphisme, non pas de R2 tout entier vers R2 tout entier, mais juste défini sur ce voisinage et qui va, en gros, ajouter à Y racine de 1 plus x au carré, de sorte que si je prends un point qui est sur le cercle, il vérifie donc cette équation, un point qui est sur le cercle dans U, et il sera envoyé sur un petit bout de la droite x0.
Donc, localement, je vais récupérer ma propriété d'aplatissage. Et c'est ça qui va m'intéresser. Évidemment, ça va marcher pareil si... Ça va marcher pareil si je prends un point tel que y est strictement positif. C'est juste que du coup, au lieu d'avoir y égale moins racine de 1 moins x2, je vais avoir y égale plus racine de 1 moins x2 dans un voisinage de ce point-là, par exemple. Et du coup, le C1 difféomorphisme qui va aplatir ce bout du cercle, ce serait x, y moins racine de 1 moins x2. Encore une fois, si vous voulez, je vous laisse vérifier que c'est bien des C1 difféomorphismes. En tout cas, localement. Maintenant, si y0 égale 0, donc il y a deux possibilités. Soit c'est ce point-là, le point 1, 0, soit je suis sur ce point-là, le point 0, moins 1. Et dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir dans l'autre sens. Parce qu'on voit ici que si je prends un voisinage de ce point-là, ça va avoir cette forme-là, localement. Il n'y a pas de fonction qui va me permettre d'aplatir ça sur l'axe des abscisses. Donc à la place, je vais l'aplatir sur l'axe des ordonnées. Cette fois en observant que au voisinage de ce point-là, les points qui sont sur le cercle s'écrivent, si je regarde ça orthogonalement, comme un graphe qui donne non pas y en fonction de x, mais x en fonction de y. Et donc, je peux utiliser ce C1 difféomorphisme-là, qui envoie notre voisinage du point ici sur un voisinage de 0 dans la droite, cette fois, x égale 0. Donc l'axe des ordonnées plutôt que l'axe des abscisses, mais ça, c'est pas très grave. Au pire, après, je prends l'axe des abscisses et je le rotationne de 90 degrés. Et ça me redonnera un bout de l'axe des ordonnées. Non, c'est le contraire, désolé. L'idée est donc que pour le cercle, on ne peut pas trouver de C1 difféo qui l'aplatisse en entier. Donc, il ressemble pas, on ne peut pas le déplier en entier, donc en quelque sorte, il ne ressemble pas complètement à une droite, à un espace vectoriel, mais localement, il ressemble à un espace vectoriel. Et pareil, évidemment, sur l'autre point, donc c'est ce qu'on disait il y a un instant. Et on peut faire ça, pas juste avec des courbes du plan, donc là on a vu le cercle d'une part, la parabole d'autre part, on peut faire ça aussi avec des surfaces. C'est un peu le but aussi de voir ça pour les courbes et les surfaces. On peut considérer par exemple la surface qui est définie par cette équation, l'ensemble de tous les points de R3, tels que Z égale XY. C'est ce qu'on appelle le paraboloïde hyperbolique. Dans ce truc-là, on peut l'aplatir un peu comme on a fait tout à l'heure, en prenant le C1 difféomorphisme de R3, cette fois, qui a XYZ associe XY et Z, je lui soustrais XY, ce qui fait que tous les points qui sont sur le paraboloïde hyperbolique, ils atterrissent sur le plan Z égale 0. Et donc cette opération, elle ressemble à ça. Ça, c'est mon paraboloïde hyperbolique. Et là, je vois que je peux l'aplatir sur le plan sans trop de difficulté. Et exactement comme c'était le cas pour les courbes, il y a des surfaces qu'on ne pourra aplatir que localement, et je suis sûr que vous avez déjà deviné de laquelle je vais vous parler. Par exemple, la sphère. La sphère, de même que le cercle, on ne va pas pouvoir trouver un C1 difféomorphisme de R2 qui l'aplatisse en entier sur un bout du plan Z égale 0. Encore une fois, parce que soit ça ne donnera pas une bijection, soit ce ne sera pas continu. Le fait que la sphère ait cette propriété de délimiter un espace clos, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas défaire globalement par une application C1, ni même par une application continue. Par contre, comme pour le cercle, on va pouvoir le faire localement. Localement au voisinage de chaque point, on va pouvoir trouver un C1 difféomorphisme défini sur le voisinage du point, tel que les points de la sphère sont envoyés sur des points du plan Z égale 0. Je croyais que j'avais une illustration de ce truc-là aussi, peut-être tout à l'heure, peut-être qu'elle est plus tard dans mes slides. Mais j'imagine que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble par analogie avec le cercle.
Ok, donc on commence à avoir peut-être l'impression que du moment qu'on fait ça localement, ça devrait marcher avec à peu près tout. À peu près toutes les courbes et les surfaces raisonnables que je vais pouvoir dessiner, du moment qu'elles ont une équation C1, on va pouvoir les aplatir. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a encore même des courbes et des surfaces qu'on ne va pas pouvoir aplatir, même localement. Même si on qui vont avoir des points qui vont poser problème et qu'on ne pourra juste pas déplier de façon C1 du tout, même si on se restreint à un tout petit voisinage du point. Quel genre de courbe ça pourrait être un machin comme ça? Il y en a une qui est très connue qu'on appelle le folium de Descartes. X au cube plus y au cube moins 3xy égale 0. Donc vous en conviendrez avec moi, c'est une équation qui n'a pas l'air comme ça quand on la regarde spécialement méchante. Elle contient le point 0, 0 et elle n'est pas aplatissable au voisinage de 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, le folium de Descartes, ça ressemble à ça. Et donc au voisinage de 0, 0, ça n'a pas du tout la forme d'une seule courbe, ça a la forme de deux morceaux de courbe comme ça. Et la question, c'est est-ce que je peux trouver un C1 difféomorphisme qui prend ce petit voisinage en rose là et qui l'envoie sur un autre voisinage de façon à ce que mes deux segments ils deviennent un seul segment. Et ça, sans rentrer dans les détails, il se trouve qu'on ne peut pas le faire. C'est complètement impossible pour des raisons. Alors malheureusement, ça ne faisait pas partie du cours de topologie au premier semestre, mais il y a une notion qu'on appelle la connexité. C'est un certain espace, combien il a de bouts. Par exemple, une droite, ça a un seul bout. Une sphère, ça a un seul bout. Par contre, si je prends deux sphères, par exemple, celle de centre -1, 0 et celle de centre 0, 1, toutes les deux de rayon 1,5, ces deux-là, elles ne se touchent pas. Et donc, l'union des deux, c'est un ensemble qui a deux morceaux. On dit qu'il a deux composantes. Et les applications continues préservent le nombre de composantes, ce qui fait qu'il s'il existait une application continue entre ça et ça, une bijection, et que j'enlevais juste le point rose là, ce truc-là aurait 4 bouts, ce truc-là en aurait 2, donc ça ne peut pas être continu. Donc, si vous n'avez pas tellement compris cette explication, c'est pas très grave, la notion de connexité, vous l'avez malheureusement pas vue. Et si je me lance dedans, on est encore là à 20h. Mais l'idée est que, sinon, croyez-moi sur parole, ça, on ne peut pas du tout l'aplatir au voisinage de 0, et ce, alors que l'équation est tout ce qu'il y a de plus dérivable. Donc, une question qu'on va vouloir se poser maintenant, c'est parmi tous les sous-ensembles de R2, de R3, lesquels donnent des trucs qui sont aplatissables et lesquels donnent des trucs qui n'en sont pas. Et la raison pour laquelle on se pose cette question, c'est parce que ceux qui sont localement aplatissables, ce sont ceux sur lesquels, on va le voir dans la dernière partie sur les espaces tangents, on va pouvoir faire de la géométrie différentielle, parce que sur ces espaces-là, les outils de géométrie différentielle qu'on a vus sur les espaces vectoriels normés vont s'appliquer aussi, justement parce que ce sont des ensembles qui ressemblent localement à des espaces vectoriels. Et donc, on a envie de savoir quand est-ce qu'un truc est une sous-variété ou pas. Et donc, la première chose pour ça, comme vous êtes habitué peut-être depuis le cours d'analyse dans RN de l'année dernière, si vous l'avez fait, c'est d'avoir une définition un petit peu plus rigoureuse que localement aplatissable. Et quitte à se donner une définition rigoureuse, on va la généraliser à non pas juste des surfaces, c'est-à-dire des trucs de dimension 2 dans R3, non pas juste des courbes de dimension 1 dans R2 ou des courbes dans R3, hein, c'est tout à fait possible de dessiner une courbe dans R3. À chaque fois que vous vous baladez, vous dessinez une courbe dans R3. On va généraliser ça. On va définir un truc qu'on appelle les sous-variétés de dimension D dans Rn. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là, du coup? Je vais prendre un sous-ensemble de Rn. On va dire que c'est une sous-variété de dimension D. Si, au voisinage de chaque point, je vais pouvoir trouver un C1 difféomorphisme qui est défini sur ce voisinage, qui est à valeur dans un voisinage de 0 dans Rn, donc tel que Fp de P, ça fait 0, c'est le vecteur nul de Rn. Et Fp de Up inter M, donc les points de M qui sont dans l'ensemble de définition de Fp, ils sont envoyés par Fp dans un sous-ensemble de Rd croix 0, le 0 de Rn-D. C'est un peu le truc qu'on faisait tout à l'heure, où on envoyait le cercle, par exemple, localement, sur les points dont la deuxième coordonnée est nulle, ou
le paraboloïde hyperbolique, on l'envoyait non seulement localement, mais même globalement, sur le plan z égale 0. Bah là, on a pareil, n-d, coordonnées nulles, une fois qu'on a appliqué fp. Et ici, c'est un fp, c'est pas un f, autant pour moi. Et dans ce cas-là, on dit que fp est un redressement local de m au voisinage de p, j'imagine, parce qu'un aplatissement local, ça ne faisait quand même pas très sérieux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que un point de m sur le un point de m interrupé, un point de m où fp est défini, il atterrit sur un point de la forme x1, x2, peut-être patata jusqu'à xn, où les n-d dernières coordonnées sont nues. Donc, encore une fois, ça ressemble à ce qu'on a fait dans les exemples précédents. Si on reprend les exemples précédents, on a vu que le cercle pouvait s'envoyer localement sur un sous-ensemble de R croix 0. Donc, n-d, c'était 1 et d, c'était 1. Donc, c'était une sous-variété de dimension 1 dans R2. Le paraboloïde hyperbolique, ou la sphère, on pouvait les envoyer, au moins localement, sur un sous-ensemble de R2 croix 0. R2 croix 0, c'est l'ensemble des XY0, c'est le plan Z égale 0. Donc en l'occurrence, on avait D égale 2, N-D égale 1, donc c'était des sous-variétés de dimension 2 dans R3, ce qu'on appelle des surfaces du coup dans ce cas-là. Là, on se donne une définition beaucoup plus générale pour des sous-variétés de dimension D dans Rn. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, les sous-variétés, donc la première chose qu'on a envie d'étudier, c'est effectivement les courbes et les surfaces. C'est ce qu'on arrive à se représenter. On pourrait avoir facilement l'impression qu'il n'y a pas spécialement besoin d'aller voir plus général. Mais c'est un peu comme pour les sous-espaces vectoriels. En fait, la majeure partie des trucs intéressants vont se passer dans des objets de plus grande dimension. Et il y a un exemple de ça, il y a une illustration de ça en fait en physique. On va en voir une autre aussi tout à l'heure sur les espaces de matrice. Mais il y a une illustration aussi en physique, c'est qu'au début du XXe siècle, il y a un mec dont on m'a dit qu'il n'était pas trop stupide, qui s'appelait Einstein, qui a développé une théorie selon laquelle c'était un peu imprécis et insatisfaisant de faire comme on faisait jusqu'ici, de décrire la physique comme un espace de dimension 3, puis avec le temps qui passe. En fait, il a remarqué que c'était beaucoup plus efficace de considérer le temps et l'espace comme un seul gros truc, donc ça devient un espace de dimension 4, R4, en fait, 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Et après, plus tard, il a remarqué que si on essayait de... En fait, si l'espace n'était pas vide, ce qui est a priori le cas, il semblerait qu'il y ait des choses dans l'espace-temps, dans ce cas-là, les présences d'objets dans l'espace-temps courbaient l'espace-temps. Donc en fait, l'espace-temps, ce n'est pas R4, c'est une variété de dimension 4. Donc on ne peut pas la dessiner, c'est fâcheux, mais on peut la représenter mathématiquement par une variété de dimension 4. Et si on fait ça, on peut étudier sa courbure et on observe, donc ça on en parlera peut-être tout à la fin, et on observe que l'espace-temps, donc cet objet de dimension 4 qu'on ne peut pas se représenter, est d'autant plus courbé au voisinage d'un point, P, où il y a quelque chose de très lourd. Et l'équation qui décrit comment quelque chose de très lourd déforme la courbure de l'espace-temps, c'est une équation sur une sous-variété de R4, qu'on appelle l'équation d'Einstein, et qui permet de modéliser l'espace-temps, les flux noirs et tous les phénomènes fascinants qu'on observe en physique. Et il y a une théorie encore plus perchée, mais elle est un petit peu passée de mode, qui dit qu'en fait, peut-être 4 dimensions, ça suffit même pas, et qu'en fait, il en faudrait 11 ou alors encore plus. Je ne sais plus quel était le nom qui avait été retenu. Et donc, l'espace sera en fait même pas, l'espace-temps serait même pas de dimension 4, mais il serait de dimension 11 ou quelque chose comme ça. Donc là, ça commence à être vraiment perché, mais l'idée est que pour étudier certains phénomènes, même physiques, donc bon, on est quand même dans des choses assez appliquées, hein, c'est ce qui fait marcher les GPS, c'est la relativité générale, même en physique, on peut être amené à avoir besoin de ces objets qui ont l'air complètement abstraits, d'où l'intérêt de les étudier, et d'où l'intérêt d'étudier leur courbure, et d'où l'intérêt de savoir les détecter, donc de savoir lesquels, parmi les sous-ensembles de Rn, sont ou ne sont pas des sous-variétés. Ah,
Donc, quelques exemples. On a déjà vu qu'on pouvait faire ça avec le cercle S1. On a déjà étudié chaque point, enfin, chaque catégorie de points du cercle et vu qu'on pouvait effectivement, localement, l'envoyer sur un sous-ensemble de R croix 0 par un C1 difféomorphisme au voisinage de chaque point. Donc, c'est une sous-variété. On a fait la même chose pour la sphère unité S2, pour la sphère de dimension 2 dans R3. Donc, on va le refaire, c'est encore le même truc. On peut, au voisinage d'un point, soit, enfin, si on prend un point, pardon, U sur la sphère, soit sa troisième coordonnée, Z0, est strictement positive, et dans ce cas-là, localement, la sphère va ressembler au graphe de la fonction z égale racine de 1 moins x2 moins y2, et dans ce cas-là, on peut utiliser la même technique d'aplatissement qu'on a vue précédemment. Ou alors z0 est strictement négatif, et on va pouvoir écrire localement au voisinage de ce point la sphère comme le graphe de la fonction moins racine de 1 moins x2 moins y2, et donc ça aussi, on peut l'aplatir. Et si z0 égale 0, alors soit x0 est non nul, soit y0 est non nul, et du coup, on fait pareil en prenant x0 ou y0 à la place. Et tout ça, ça ressemble en gros à ça. Si j'ai un point, je crois qu'elle va un peu vite celle-là, si j'ai un point tel que z0 est strictement positif, je peux l'aplatir. Si j'ai un point tel que z0 est strictement négatif, je peux aussi l'aplatir. Et si j'ai un point tel que z0 est nul, c'est qu'il y a une des deux autres coordonnées qui ne l'est pas. Et donc, je l'aplatis juste sur un plan x égale 0 ou y égale 0, au lieu de l'aplatir sur un plan z égale 0. Dans tous les cas, c'est une sous-variété de dimension 2 dans R3. Le paraboloïde hyperbolique de tout à l'heure, c'est également une sous-variété de dimension 2 dans R3. Et comme c'est un peu long de dire sous-variété de dimension 2 dans R3, dans ces cas-là, en général, on appelle ça des surfaces. Voyons maintenant quelques exemples qui illustrent un peu les limites de notre définition. On a dit qu'on pouvait avoir une sous-variété de dimension D dans Rn. Donc, comme il faut que le C1 difféo envoie M sur RD croix 0, le 0 de Rn moins D, on pourrait se demander, du coup, D, il faut qu'il soit entre 0 et N. Qu'est-ce qui se passe quand D égale 0 et quand D égale N? C'est quoi une sous-variété de dimension N dans Rn? Ce serait quoi une sous-variété de dimension 2 dans R2? Une sous-variété de dimension 3 dans R3? Alors, qu'est-ce qui se passe quand D égale N et que j'applique ma définition boum, comme ça? J'obtiens que du coup, au voisinage de chaque point P de ma sous-variété de dimension N, M, il va y avoir un voisinage UP et un C1 difféo FP tel que j'ai ceci. FP de UP inter M, ça va être FP de UP intersecté avec, alors avec qui du coup? Avec R n-0 croix le 0 de R0, donc juste rien du tout. Et donc ça va me donner FP de UP inter Rn. Et puisque Fp est à valeur dans Rn, bah Fp de Up il est inclus dans Rn, donc Fp de Up inter Rn, c'est juste Fp de Up. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que du coup, Fp de Up inter M, c'est égal à Fp de Up, et Fp, c'est une bijection. Donc ça nous dit Up inter M, c'est égal à Up, en fait. Et dans quel cas est-ce qu'on a ça? Ça veut dire quoi concrètement? Up inter M égale Up, ben, ça veut dire que Up, c'est un sous-ensemble de M. Qu'est-ce qu'on a obtenu du coup? On a obtenu qu'une variété de dimension n, au voisinage de chacun de ces points, il existe un petit ouvert UP qui est inclus dans M. Et ça, vous savez depuis le premier semestre et peut-être même depuis l'année dernière que c'est la définition d'un ouvert de Rn. Un ouvert de Rn, c'est un ensemble tel qu'au voisinage de chaque point, il y a un petit ouvert autour de ce point qui est inclus dans l'ensemble. Donc les sous-variétés de dimension n, ce sont les ouverts de Rn. Et réciproquement, du coup, tous les ouverts de Rn, ce sont des sous-variétés de dimension n. C'est quoi l'autre extrême? C'est le cas où D égale 0. On a parlé de sous-variétés de dimension 1 dans R2, de dimension 1 dans R3, de dimension 2 dans R3. Est-ce que c'est possible une sous-variété de dimension 0? Pourquoi pas, hein, puisqu'après tout, il existe au moins un espace vectoriel de dimension 0.
Donc, ce serait quelque chose qui, localement, ressemble à cet espace vectoriel de dimension 0. Alors, plus rigoureusement, du coup, au voisinage de chaque point de M, on a, comme toujours, un voisinage de ce point UP et un C1 difféomorphisme FP, tel que FP de UP inter M, ce soit FP de UP, intersecté avec, du coup, on a R puissance 0 croix le 0 de R n-0. Donc, en fait, c'est juste le singleton 0 dans Rn. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Singleton 0, il est inclus dans FP de UP, puisque FP de P, ça fait 0. Donc ça, en fait, c'est juste le singleton 0. Et du coup, si on applique FP-1 de chaque côté, on obtient que UP inter M, c'est FP-1 du singleton 0. Et ça, c'est un seul point, parce que FP est une bijection. FP est une bijection, donc le point 0, il a un seul antécédent par FP. Donc FP-1 de singleton 0, c'est un seul point. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire que M, c'est un ensemble tel que pour chacun de ces points, il y a un voisinage autour de ce point, tel que le point là qui est au milieu, c'est le seul point qui est dans UP inter M. C'est ça que ça veut dire UP inter M est réduit à un seul point, c'est-à-dire qu'au voisinage de chaque point, il y a un voisinage dans lequel il n'y a aucun autre point de M. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que M, il est constitué de points éloignés les uns des autres, comme ça. Ce sont des points isolés, chacun dans son petit ouvert, qui ne voient pas les autres. C'est ce qu'on appelle un sous-ensemble discret. Donc les sous-variétés de dimension 0, ce sont les paquets de points qui flottent loin les uns des autres. Ce sont les sous-ensembles discrets de Rn, et donc réciproquement, n'importe quel sous-ensemble discret, c'est une sous-variété de dimension 0. Par exemple, l'ensemble des entiers, c'est une sous-variété de dimension 0 dans R, qui est de dimension 1. Donc ça, c'était des exemples qui vont un peu à la limite de la définition. Voyons maintenant le sous-ensemble, l'exemple qui devrait être trivial. On a dit, moi, je m'intéresse aux objets qui, localement, ressemblent à des sous-espaces vectoriels. Du coup, un sous-espace vectoriel, localement, ça devrait ressembler à un sous-espace vectoriel, n'est-ce pas? Si je prends un sous-espace vectoriel f de dimension d, je m'attends à ce que ce soit une sous-variété de dimension d. Et c'est bien le cas. Comment est-ce qu'on le démontre? Du coup, si j'ai un sous-espace vectoriel de dimension d dans Rn, je peux lui donner une base. C'est quelque chose que vous avez dû apprendre à faire en L1 il y a fort longtemps. Et en L1 aussi, vous avez certainement vu un théorème qui s'appelle le théorème de la base incomplète, qui vous permet de prendre la base de f, qui est donc une famille libre de Rn, et de la compléter en une base de Rn. Donc vous rajoutez Vd plus 1, Vd plus 2, jusqu'à Vn, n-d vecteurs pour tomber sur une base de Rn. Ok. Et dans ce cas-là, ce que vous savez aussi depuis la L1, c'est que quand vous avez deux bases de Rn, il y a un unique isomorphisme linéaire qui envoie la première de ces bases sur l'autre. Du coup, si vous prenez d'une part la base V1, V2 jusqu'à Vn qu'on vient de construire, et d'autre part la base canonique, vous pouvez trouver un unique isomorphisme qui envoie chaque vecteur Vi de la base qu'on vient d'obtenir vers le im vecteur de la base canonique. Et un isomorphisme linéaire, c'est une application bijective C1, puisqu'elle est linéaire, dont la réciproque est également linéaire, donc également C1, donc c'est un difféomorphisme. Et ce difféomorphisme, il envoie les vecteurs de f sur des vecteurs qui sont combinaisons linéaires des d premiers vecteurs de la base V1, Vn de Rn. Donc, il va les envoyer sur des combinaisons linéaires des d premiers vecteurs de la base canonique. Et le point commun des d premiers vecteurs de la base canonique, c'est que leurs n-d dernières coordonnées sont toutes nulles. Et donc, on peut bien aplatir globalement n'importe quel sous-espace vectoriel de dimension d dans Rn, ce qui en fait une sous-variété. Et donc, si on illustre ça dans R3, ça ressemble à ça. Si je prends un beau plan vectoriel dans R3 et que je considère une base de cet espace vectoriel, donc ici les deux vecteurs en jaune un peu moche, je peux compléter cette base en une base de R3 en ajoutant ce vecteur-là. Je ne sais pas si on a très bien vu.
ici, on a ajouté ce vecteur-ci. Et on obtient ainsi une base de R3. Et maintenant, on va pouvoir trouver un isomorphisme linéaire qui envoie chacun de ces vecteurs en jaune, là, chacun de ces 3 vecteurs en jaune, sur un des vecteurs de la base canonique. Donc, le troisième, on peut le garder tel quel. Et les 2 autres, on les redresse. Et on obtient comme ça le plan z égale 0, ou en l'occurrence, je pense que c'était plutôt y égale 0. Donc, on est rassuré. Les sous-espèces vectorielles, ce sont des sous-variétés. Et un exemple qui généralise un peu tout ce qu'on a fait jusqu'ici, si on a un graphe, c'est-à-dire un ensemble de points de Rn qui s'écrit xy, où x, c'est les d premières coordonnées, y, c'est le nom que je donne aux n-d dernières coordonnées, ça va peut-être vous rappeler un petit peu le théorème des fonctions implicites, et qui vérifie y égale f de x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le graphe de la fonction f. F, c'est une fonction de Rd dans Rn-d. Et ben, le graphe d'une fonction, comme on a vu, c'est une sous-variété de dimension d, puisqu'on peut l'aplatir à l'aide du C1 difféomorphisme. Encore une fois, je n'ai pas démontré que c'était un C1 difféo, je vous laisse regarder si vous vous entraînez. Le C1 difféo qui donc envoie xy sur x et y moins f de x, parce que du coup, tous les points de M qui vérifient y égale f de x, quand je les donne à manger à grand F, ils vont atterrir sur x0, x appartenant à Rd, et 0, le 0 de Rn-d. Donc les graphes sont tous des exemples de sous-variétés. Ok, et maintenant voyons à nouveau un exemple de truc qui n'est pas une sous-variété. Donc comme je disais, je ne crois pas que vous ayez les outils pour l'argument sur le folium de Descartes. À la place, du coup, on va regarder ce machin-là qui, lui non plus, n'a pas l'air très méchant, et pourtant qui ne va pas être une sous-variété. C'est l'ensemble des xy qui vérifie l'équation x au carré moins y au cube égale 0 dans R2. À quoi ça ressemble ce machin-là? Ça ressemble à ça. Et le problème va être, encore une fois, en 0. Où en 0, on voit qu'on ne va pas réussir. En 0, on a une sorte de pic comme ça, qui ressemble un peu à celui qui a la valeur absolue. Et ce que ça veut dire, c'est que même si on peut trouver une application continue qui aplatit cette courbe, on ne pourra pas trouver une application C1. Et encore une fois, si je veux utiliser le calcul différentiel, il me faut absolument des applications C1. Donc ça ne va pas me convenir. Maintenant, comment est-ce que je montre ça rigoureusement? Comment est-ce que je montre qu'il n'y a juste pas moyen de trouver une application C1 qui aplatit cette courbe? Un redressement local de cette courbe en 0, pourquoi ça ne peut pas exister? Alors, déjà, pour dire les choses évidentes, on vient de dire que dans R2, il peut y avoir des sous-variétés de dimension 0, 1 ou 2. Ça ne peut pas être une sous-variété de dimension 0, ce truc-là, parce qu'il n'est pas discret. Ce n'est pas un ouvert de R2, comme je vous laisse le vérifier. Donc, ce n'est pas une sous-variété de dimension 2. Donc, si c'est une sous-variété, c'est forcément une sous-variété de dimension 1. Mais du coup, si c'est une sous-variété de dimension 1, ça veut dire qu'il existe un C1 difféomorphisme défini sur un voisinage de 0 qui envoie les points de C sur des points de x0, donc sur des points de l'axe des abscisses. Réciproquement, du coup, si je prends l'application réciproque de grand F, ça va me donner à nouveau un C1 difféomorphisme, que je vais appeler grand G, qui envoie un voisinage de 0 sur l'axe des abscisses sur la courbe C. Donc ici, c'est ce que j'écris. Si c'était une sous-variété de dimension 1, il devrait exister un C1 difféo, donc c'est la réciproque du C1 difféo de la définition, qui envoie un voisinage de 0, 0 dans un voisinage de 0, 0 dans R2, et tel que tous les points de l'axe des abscisses, tels que x0 est dans grand U, ils doivent atterrir dans C. Donc encore une fois, c'est la réciproque de celui de la définition qui, au point de C, associe des points du type x0. Du coup, si G de x0 appartient à C, ça veut dire que G1 de x0 et G2 de x0, ils doivent vérifier l'équation de la courbe, donc ils doivent vérifier ça. Et de part, on a dit G1 de 0, 0, ça doit être... G de 0, 0, ça doit être 0, 0, donc les deux coordonnées ici, elles doivent être nues. Ok, alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Du coup, si je m'intéresse juste à l'application qui a x dans R associe G2 de x0, c'est une fonction de R dans R, elle est positive. Pourquoi elle est positive? Ah, pardon.
Il faut pas double-cliquer. Pourquoi elle est positive? Parce que du coup, G2 de x0, c'est la racine cubique de G1 de x0 au carré. G1 de x0 au carré, c'est positif. Donc G2 de x0, qui est sa racine cubique, ça va aussi être positif. Donc c'est une fonction C1, puisque G2 est un C1 d'IFEO, positive. Et du coup, puisqu'elle s'annule en 0, elle doit être minimale en 0. Donc la dérivée de cette application-là en 0, ça doit faire 0. Or, la dérivée de cette application-là en 0, comme on l'a rappelé au tout début du cours de ce semestre, c'est la dérivée partielle de G2 par rapport à x. Donc j'obtiens que la dérivée partielle par rapport à x de G2 en 0, 0, ça fait 0. D'un autre côté, si je prends cette égalité, que je la divise par x au carré et que je prends la racine de tout ça, j'obtiens cette égalité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais tendre? Alors, ce n'est pas u que je fais tendre vers 0, c'est x. Quand je fais tendre x vers 0 dans cette égalité, ce truc-là, le membre de gauche, il va tendre vers la dérivée partielle de G1 par rapport à x en 0, 0. Celui-là, il va tendre vers la dérivée partielle de G2 par rapport à x en 0, 0. Donc, on a dit ça fait 0. Et ça va tendre vers G2 de 0, 0, qui fait 0. Donc, au total, j'obtiens que la dérivée partielle dg1 sur dx en 0, 0, elle est aussi nulle. Mais en fait, ces deux machins-là, ils donnent la première colonne de la jacobienne de G. dg1 sur dx et dg2 sur dx, c'est les coefficients de la première colonne de la jacobienne de G. Et je viens de trouver que la première colonne de la jacobienne de G, du coup, c'était 0. Et ça, c'est un problème, parce que G, c'est censé être un C1 d'IFEO, donc sa jacobienne, ça devrait être une matrice inversible. Et si vous avez quelques souvenirs d'algèbre linéaire de L1, vous devriez savoir que c'est mal parti pour une matrice qui a une colonne nulle pour être inversible. Donc G n'existe pas. Et donc cette application, cette courbe, pardon, n'est pas une sous-variété de R2. Donc, comme on le voit, c'est pas évident de montrer qu'un truc est une sous-variété, parce que dès qu'on a un truc un peu compliqué, comme un cercle, qui ne tend pas la mer à boire, on est obligé de séparer les cas en fonction de si les coordonnées sont positives ou négatives pour essayer de l'aplatir. Trouver un redressement local, c'est ce que j'essaie de dire, c'est pas facile. Et comme on vient de voir avec cet exemple, trouver qu'il n'y a pas de redressement local, c'est pas facile non plus. Donc maintenant, j'ai une définition, mais elle est un peu difficile à utiliser. Et on se demande, est-ce qu'il n'y en a pas plus simple? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, juste à partir de l'équation de mon ensemble, parce que comme on a vu, les ensembles qu'on a vus jusqu'ici, en général, ils sont définis par des équations. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de voir à l'œil nu, juste en regardant l'équation, est-ce que ce sont ou pas des sous-variétés? Il se trouve qu'il y en a une, c'est ce qu'on appelle la description implicite des sous-variétés. Ce que ça dit, c'est un théorème qui nous dit qu'une sous-variété, un sous-ensemble de Rn, c'est une sous-variété de dimension d, si et seulement si elle est décrite par une équation C1, c'est infini, j'aurais dû mettre C1 ici, pardon. Une équation donc C1, G de x égale 0, où G, c'est une application de Rd dans Rn-d. Pardon, c'est une application de Rn, donc d'un voisinage U de A dans Rn, à valeur dans Rn-d. Donc, par exemple, ici, G, ce serait l'application G de R2 dans R qui a XY associe X2 plus Y2 moins 1. Ici, ce serait l'application de R3 dans R qui a XYZ associe Z moins XY. Et pour que ça fonctionne, pour que ce soit une sous-variété de dimension D, il faut que l'équation G vérifie que dg de A, la différentielle de G au point A, il faut que ce soit une application linéaire surjective. Et ça va peut-être vous dire quelque chose, c'est la même condition pour pouvoir appliquer le théorème des extrémaliers, le théorème des multiplicateurs de Lagrange à plusieurs contraintes. À une contrainte, c'est celui qu'on a vu, la condition, c'est dg de A est non nul. Et en fait, pour une forme linéaire, pour une application linéaire à valeur dans R, c'est pareil d'être surjective et d'être non nul. Donc, ce que ça nous dit, c'est que pour savoir si un ensemble est une sous-variété de dimension D, il suffit de regarder si l'équation qu'il a décrite vérifie cette condition. Pourquoi c'est vrai, ça? Donc, on ne va pas faire la preuve dans les détails, vu que ça fait déjà quasiment 50 minutes que je vous fascine.
et qu'on est à la slide 16/40. Comment ça fonctionne? L'idée, c'est que si mon ensemble est une sous-variété, ça veut dire qu'au voisinage de chaque point, je vais avoir cette application-là. Et ce qu'on voit ici, c'est que du coup, si j'écris f, f, elle a la valeur dans Fn, dans Rn, donc elle a n composantes comme ça. Et finalement, les points de grand M, les points de U intergrand M, les points de M qui sont au voisinage de A, ce sont les points dont l'image par petit f vérifie que les n-d dernières composantes sont nulles. Autrement dit, si je garde juste les n-d dernières composantes de f, alors les points de M, c'est ceux tels que ces n-d dernières composantes s'annulent en x. Du coup, si je prends g de x, c'est le paquet de ces n-d dernières composantes, ça me donne une application définie sur U inclus dans Rn à valeur dans Rn-d et qui est une équation de M au voisinage de U. Donc, si on a un truc qui est une sous-variété, on peut trouver comme ça une équation de grand M, tout simplement en gardant seulement les coordonnées qui s'annulent dans mon C1 difféo. Et du coup, ce n'est pas très difficile de montrer, je vous laisserai regarder les détails, que la différentielle de ce truc-là, c'est bien surjectif. Toutefois, ce n'est pas vraiment ce sens-là qui nous intéresse. Nous, c'est l'autre sens qui nous intéresse. On aimerait bien que dès qu'on a une équation C1 dont la différentielle est surjective, ce soit une sous-variété. Donc, on veut la réciproque. Et la réciproque, elle va découler du théorème d'inversion locale. Pourquoi? Parce que du coup, je vais supposer que j'ai une telle équation. Donc, les points de M, localement, ils sont décrits par g de x égale 0, où g, c'est une application de Rn dans Rn-d. Et du coup, ce que je m'aperçois, c'est que si, encore une fois, j'appelle GI les différentes composantes de G, je peux regarder leur différentiel DGI, donc ça, c'est des formes linéaires, c'est des matrices lignes. Et en fait, donc ça, c'est de l'algèbre linéaire, je ne sais pas si vous connaissez ce résultat, dire que la matrice jacobienne de G, donc qui est une matrice rectangulaire qui a plus de colonnes que de lignes, comme pour le théorème des fonctions implicites, dire que cette matrice-là est surjective, c'est la même chose que de dire que les lignes sont linéairement indépendantes entre elles. Ce que ça veut dire, c'est que les formes linéaires DGI de A sont linéairement indépendantes, et donc on peut les compléter en une base de Rn étoile. Donc on peut ajouter des formes linéaires, donc des applications linéaires de Rn dans R, telles que ce truc-là, ce soit une base de l'espace dual de Rn, de l'espace des applications linéaires de Rn dans R. Donc tout ce que je suis en train de dire là, c'est que je peux rajouter des vecteurs lignes pour compléter les lignes de DG en une base. À quoi ça sert? Parce que du coup, maintenant, je peux définir une application f de Rn dans Rn qui, à x, associe d'abord l'image par ces d nouvelles formes linéaires de x, et après, je rajoute g. Je rajoute les n-d composantes de g. Pourquoi ça, c'est bien? Parce que du coup, la matrice jacobienne de f en A, elle ressemble à ça. Elle ressemble aux d lignes que j'ai rajoutées, puis toutes les lignes dg de A. Donc, c'est une matrice carrée dont toutes les lignes sont linéairement indépendantes, puisque, encore une fois, les lignes forment une base de Rn étoile, une base de l'ensemble des matrices lignes. Et du coup, ce truc-là, cette matrice-là, cette application linéaire est inversible. Et là, on peut dégainer le théorème d'inversion locale qui nous donne gratuitement que f est un C1 difféo local au voisinage de A. Et on a déjà dit que pour que x soit dans M, il faut que g de x soit nul. Et si g de x est nul, les n-d dernières composantes de f vont aussi être nulles. Et donc, c'est le théorème d'inversion locale qui nous permet de passer de l'équation g de x égale 0 à un C1 difféo local. Ce critère-là, il est vraiment beaucoup plus pratique que le premier. Parce que du coup, si on revient à l'un de nos premiers exemples, donc la sphère dans la surface... la sphère de dimension 2 dans R3,
Bah, certes, on peut la regarder point par point en séparant les cas, quand z égale 0, quand z égale 0, il y a un x ou un y qui n'est pas nul, du coup il est positif ou il est négatif. Ou alors on regarde juste l'équation. Finalement, l'équation de la sphère, c'est x2 plus y2 plus z2 égale 1. Du coup, je peux la écrire comme l'ensemble de tous les x, y, z tels que g de x, y, z égale 0, si g de x, y, z, c'est x2 plus y2 plus z2 moins 1 apporté à R. Égale 0. Ça me donne la sphère. Et ce truc-là, c'est une application C1 de R3 dans R, dont la différentielle, 2x, 2y, 2z, comme vous le savez depuis un moment maintenant, c'est une forme linéaire non nulle, donc elle est bel et bien surjective, pour tout x, y, z dans la sphère. X, y, z dans la sphère, il ne peut pas être égal à 0, 0, 0. Donc cette forme linéaire, elle est non nulle, et donc elle est surjective. Et boum, comme ça, on sait, en quelques lignes, que la sphère est bien une sous-variété de R3. Et vous pouvez vérifier exactement de la même façon que l'ellipse ou la parabole, qui figurait dans éventuellement le contrôle que vous avez fait mardi, selon le sujet que vous avez eu, ce sont aussi des sous-variétés de R. Et évidemment, on avait dit que l'idée aussi, c'était de généraliser ça en plus grande dimension. Du coup, la sphère unité dans Rn plus 1, donc l'ensemble des points tels que x1 carré plus x2 carré plus patati patata jusqu'à n plus 1 au carré égale 1, bah, ça aussi, c'est une sous-variété de Rn plus 1 qui va être de dimension n. Une sous-variété de dimension n dans un ensemble de dimensions, dans un espace vectoriel de dimension n plus 1, dans Rn plus 1, en général, on appelle ça une hypersurface. Et surtout, ce critère, donc non seulement il va nous simplifier beaucoup la vie pour savoir ce qui est ou ce qui n'est pas une sous-variété, mais en plus, il va nous permettre d'appliquer cette théorie à des ensembles où on ne se serait pas attendu à ce que ça marche. Par exemple, vous savez certainement que l'ensemble des matrices carrées, c'est un espace vectoriel, et vous savez depuis le premier semestre qu'on peut en faire un espace vectoriel normé en choisissant dessus une norme d'application linéaire. Et du coup, on peut s'intéresser à des sous-ensembles de l'espace des matrices carrées, par exemple l'ensemble des matrices orthogonales, dont vous avez peut-être entendu parler en L2. C'est l'ensemble des matrices inversibles, où leur inverse, c'est leur transposé. Et bien ça, c'est une sous-variété de dimension n fois n-1 sur 2 dans Mn de R. Donc on peut les étudier avec les mêmes outils que la géométrie. Pourquoi? Parce que du coup, c'est décrit par cette équation-là. Transposé de m fois m moins identité égale 0. Et ça nous donne une équation G qui va de Mn de R dans l'ensemble des matrices symétriques, qui est un espace vectoriel de dimension n fois n plus 1 sur 2. Parce que cette matrice-là, elle est symétrique. Et dans ce cas-là, G, c'est une application quadratique, donc elle est différenciable, et sa différentielle, si vous révisez ce qu'on avait dit sur les applications quadratiques, ou alors vous pouvez le faire avec la définition, c'est cette application, la différentielle de G au point M, où M est une matrice carrée, c'est transposé de M fois H plus transposé de H fois M. On peut le dire aussi comme transposé de MH fois transposé de M fois H. Et on peut montrer que si M appartient à l'ensemble des matrices orthogonales, donc si M vérifie cette équation, alors toute matrice symétrique A, elle a un antécédent par dg de M, c'est 1 demi de MA, ce que je peux vérifier avec l'équation ici. Du coup, l'ensemble des matrices orthogonales, c'est une sous-variété de dimension n carré moins la dimension de cet espace vectoriel-là, et la dimension de cet espace vectoriel-là, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc ça nous laisse n fois n moins 1 sur 2. Alors c'est rigolo, mais ce n'est pas que rigolo. En fait, c'est une autre théorie géométrique très porteuse en recherche en ce moment qu'on appelle la théorie des groupes de Lie. En fait, les sous-ensembles de matrices comme ça qui sont décrits par une équation et qui sont des sous-variétés, ce sont des objets qu'on appelle des groupes de Lie. Et, ils ont des applications dans toutes sortes de branches, notamment de la physique. Alors en physique quantique, c'est un outil très important, il me semble. Et du coup, c'est le point de départ de cette théorie, c'est de remarquer qu'en fait, notre théorie des sous-variétés, on peut aussi l'appliquer à ce genre d'ensemble, des sous-ensembles de matrices et ce qu'on appelle plus généralement des groupes. Ça va beaucoup plus loin que le cadre de ce que je comptais vous parler ici, mais c'est juste pour vous signaler que
On ne fait pas juste ça pour rigoler, c'est aussi parce que après, ça sert vraiment à quelque chose. Ok, et du coup, après, on peut beaucoup plus facilement, avec ces critères, détecter des sous-variétés, comme par exemple ce sous-ensemble de R3, à ce qu'on appelle un tore ou un donut, qui est décrit par cette équation ici. Alors, c'est moche, et du coup, je suis quand même très contente de ne pas avoir à l'aplatir localement à la main. Il suffit que je vérifie que l'équation est C1, donc ça, c'est bon, et que sa différentielle, qu'on peut calculer assez facilement ici, et qui va peut-être aussi vous rappeler des souvenirs du premier contrôle, si c'est un sujet que vous avez eu. Est-ce qu'elle est surjective? Il suffit de regarder quand est-ce que cette forme linéaire s'annule. On observe qu'elle s'annule sur aucun point de T, donc c'est une sous-variété de dimension 2 dans R3. On va pas s'attarder sur les détails calculatoires ici. L'idée, c'est que même avec des équations un petit peu moches, du coup, on s'en sort beaucoup plus facilement que si on avait cherché un redressement local. Par contre, là où ça ne va pas tellement nous aider, c'est pour savoir si un truc n'est pas une sous-variété. Il se peut très bien que M soit décrit par une équation G de x égale 0, avec une application tout ce qu'il y a de différenciable, et même C infini, de Rn dans Rn-D. Et dg de x n'est pas surjective, et néanmoins, M peut être une sous-variété. Il se peut juste qu'on ait très mal choisi la fonction G. Il se peut juste que l'équation soit pourrie, mais que l'ensemble soit, de fait, une sous-variété. Comment ça se passe, un truc pareil? Prenons par exemple l'ensemble des points tels que x2 plus y2 égale 0. Du coup, on peut l'écrire comme l'ensemble des points où la fonction x2 plus y2 s'annule. Or, celle-là, en 0, 0, qui est un point qui appartient à M, elle donne une différentielle qui est nulle et qui donc n'est pas surjective. Mais ce truc-là, il contient en fait que 0, 0. Le seul point xy tel que x2 plus y2 égale 0, c'est l'origine. Et on a dit tout à l'heure que les points isolés, les ensembles discrets, donc en particulier les points tout seuls, ce sont des sous-variétés. Donc pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est tout simplement parce que notre équation, elle n'est pas terrible. x2 plus y2 égale 0, c'est une très mauvaise façon de décrire le singleton 0. Et en particulier, ça ne nous permet pas de démontrer que c'est une sous-variété alors que c'en est bel et bien une. Par exemple, on pourrait la décrire comme l'ensemble des points où l'application G tilde s'annule, ou G tilde, c'est tout simplement l'application identité dans R2. Donc, un ensemble donné, il peut être décrit par différentes équations. Si vous trouvez une équation qui vérifie la condition dont on vient de parler, alors c'est une sous-variété. Mais s'il ne la vérifie pas, vous ne pouvez pas en déduire que ce n'est pas une sous-variété. Il se peut juste que l'équation ait été mal choisie. C'est un peu la limite. Donc ça améliore grandement notre situation, mais ça ne nous permet pas non plus de détecter les sous-variétés, ou plutôt de détecter des trucs qui ne sont pas des sous-variétés. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Comme on le voit, ça nous permet quand même de traiter un certain nombre d'ensembles. Donc ça nous fait déjà deux façons différentes de décrire les sous-variétés. Il y en a une troisième. On a vu qu'il y a un cas qui est facile pour aplatir localement, c'est le graphe d'une fonction. Donc on a déjà parlé, si j'ai un ensemble de points qui est décrit par y égale f de x, le graphe d'une fonction C1f, définie sur Rd à valeur dans Rn-D, alors on peut facilement trouver un C1 difféomorphisme qui redresse, qui aplatit ce graphe. Le miracle, c'est qu'en fait, la réciproque marche aussi. C'est-à-dire que si j'ai une sous-variété de dimension d dans Rn, alors, au voisinage de chaque point, il existe une fonction définie sur un voisinage de définie sur un voisinage des d premières coordonnées dans Rd, à valeur dans Rn-D, est tel que localement au voisinage de ce point, les points qui sont sur la variété, ce sont les points qui sont sur le graphe de f. Donc c'est un peu ce qu'on avait observé en fait avec le cercle et la sphère. Au voisinage de chaque point, ma sous-variété, je vais pouvoir me débrouiller pour l'écrire comme un graphe. Éventuellement, il va falloir permuter les coordonnées. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le cas, vous vous rappelez, pour la sphère, les cas où z était égal à 0, en fait, c'était
on n'exprimait pas z comme racine de 1 moins x2 moins y2 moins racine de 1 moins x2 moins y2. Il fallait qu'on exprime y en fonction de z et x, par exemple, ou x en fonction de y et z, quelque chose comme ça. Mais quitte à faire ça, on avait remarqué, je suis désolée, on avait remarqué pour la sphère que localement, on pouvait la décrire comme un graphe et que c'était ce qui permettait, en tout cas en première approximation, de montrer que c'était une sous-variété. Bonjour. Il n'y a pas grand. Mais du coup, d'un autre côté, si vous vous rappelez de l'équation du tore de tout à l'heure, le donut là, on n'a pas spécialement envie de la trouver à la main, cette fonction. Souvent, ça va être une fonction assez moche. Et même souvent, ça va être une fonction tellement moche qu'on ne va pas pouvoir trouver une équation de la fonction qui soit sympathique, qui soit exprimable avec des fonctions visuelles. En fait, en quelque sorte, cette fonction, on va la définir implicitement, et c'est à ça qui sert le deuxième théorème dont je vous ai parlé pour faire de la géométrie. C'est le théorème des fonctions implicites qui va nous permettre de démontrer que toute sous-variété de dimension t, localement, c'est le graphe d'une fonction de Rd dans Rn-. Donc là aussi, on va passer assez vite. Si j'ai une sous-variété de dimension d, alors localement au voisinage de chaque point, elle est décrite par une équation g, donc par une fonction g de Rn dans Rn-d, dont la différentielle est surjective. La différentielle est surjective, donc on a dit ça veut dire que les lignes sont linéairement indépendantes et ça veut aussi dire que parmi les colonnes, il y en a n-d qui sont linéairement indépendantes les unes des autres. Donc, quitte à permuter les coordonnées, encore une fois, je vais mettre les n-d colonnes qui sont linéairement indépendantes dans la jacobienne de G. Je vais les mettre en dernier, comme ça. Et ça me donne une sous-matrice carrée qui est inversible, puisque du coup, elle est de taille n-d fois n-d, et ces colonnes sont linéairement indépendantes, et ça, c'est un vieux théorème que vous avez vu en L1. Ça veut dire que la matrice est inversible. Et là, ça devrait furieusement vous donner envie d'appliquer le théorème des fonctions implicites, ou alors j'ai mal fait mon travail. On va donc pouvoir trouver un voisinage des d premières coordonnées, un voisinage des n-d dernières, et une fonction qui fait le pont entre ces deux voisinages, tel que x appartient, il n'y a pas de égal ici, à m, c'est-à-dire x appartient à V1 croix V2 et G de x égale 0. Donc, autrement dit, x appartient à V1 croix V2 et à M. Okay, c'est ce qui est écrit ici. Si et seulement si, x1 patati patata jusqu'à xd, donc les d premières coordonnées sont dans V1, et les n-d dernières s'expriment comme en fonction de x1 patati patata jusqu'à xd pour cette fonction C1 implicite qui nous est donnée par le TFI. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que la fonction, comme toujours, elle sera locale et on ne pourra pas l'exprimer. Mais ça veut quand même dire que toute sous-variété, en fait, est localement un graphe. Et donc là, encore une fois, je ne pense pas qu'on aura le temps vraiment d'en discuter. Mais c'est aussi, de temps en temps, c'est cette description, même si on ne connaît pas la fonction, qui nous permet d'avancer. Parce que, comme vous le savez, le théorème des fonctions implicites, certes, il ne nous donne pas la fonction, sinon il ne s'appellerait pas le théorème des fonctions implicites. Mais ce qu'il nous donne, par contre, c'est la dérivée, la différentielle de la fonction f. Et souvent, c'est tout ce dont on a besoin pour travailler. Et donc, dans l'autre sens, montrer qu'un graphe, c'est une sous-variété, c'est plus ou moins le C1 d'IFEO dont on a déjà parlé, qui prend le graphe et qui aplatit la dernière coordonnée. Pardon. Pas assez de café. Et donc ça, encore une fois, donc là, vous trouverez, si ça vous intéresse, la démonstration dont vous parlez depuis le début, que ce genre d'application-là, c'est bien des C1 d'IFEO. Mais je n'ai pas envie de vous prendre trop de temps sur votre week-end. Donc, je vais vous laisser regarder ça, si vous voulez. Je voudrais juste terminer sur un point où là, je vais être beaucoup moins rigoureuse sur... Très bien, maintenant, on a ces sous-variétés de dimension D dans Rn et on a vu
la définition. On a vu que c'était des sous-espaces qui, localement, ressemblent à des espaces vectoriels, dans la mesure où on peut appliquer un C1 difféomorphisme local pour les transformer en un sous-espace vectoriel. Et on a vu deux façons différentes, celle par une équation g de x égale 0 et celle comme graphe, qui nous permettent de les détecter plus facilement et de les étudier plus facilement. Et maintenant, la question, c'est pourquoi faire? Comme je vous ai laissé entendre au début, ça va être de répondre à des questions de nature géométrique, comme par exemple, comment est-ce que je fais pour calculer la longueur d'une courbe? Comment est-ce que je fais si je dessine une courbe sur une surface? Comment je fais pour savoir sa longueur? Comment est-ce que je fais pour étudier la courbure d'une surface, donc étudier à quel point elle est courbée? Et comment je généralise ça en dimension supérieure? Parce que si je vous dis le cercle, il est courbé un peu pareil tout le temps, ça doit être un truc à courbure constante, puis on dit souvent à courbure positive constante. Une surface, on peut voir si elle a des poinçelles, elle va être courbée selon certaines directions comme ça, selon d'autres directions comme ça. On voit à peu près ce que ça pourrait donner. Mais alors par contre, si je vous dis l'espace-temps, ça veut dire quoi qu'il est courbé, ça devrait rapidement faire exploser votre cerveau. En tout cas, ça fait exploser le mien. Du coup, c'est là qu'il nous faut des équations et des maths. Et du coup, comment on généralise cette notion en dimension supérieure formellement? Comment on généralise toutes ces notions en dimension supérieure? Pour ça, il va nous falloir quelque chose qu'on appelle l'espace vectoriel tangent à une sous-variété en un point. Parce que peut-être que depuis le début, ça ne s'est pas passé exactement comme vous vous attendiez avec l'intro. Je vous ai dit, je vais m'intéresser à des espaces qui localement ressemblent à des sous-espaces vectoriels, de la même façon que les fonctions, localement, on peut les approximer par des fonctions linéaires. Et le coût des fonctions qu'on approxime localement par des droites ou par des fonctions linéaires, bah, vous connaissiez déjà depuis la première, depuis le lycée, c'est quand on prend la tangente. C'est pas quand on fait un truc bizarre avec un aplatissement. Donc là, je vous ai montré la parabole. J'aurais pu dire qu'elle était localement, la parabole qu'on a vue au tout début, j'aurais pu dire que localement, elle ressemble à une droite, bah, parce qu'à chaque point, j'ai la tangente qui passe par ce point. La tangente à la parabole qui passe par ce point, c'est une droite. Et donc, en fait, c'est effectivement ça la bonne idée. C'est que si on a une sous-variété, en chaque point, on va pouvoir faire ce qu'on fait avec le graphe des fonctions dérivables de R dans R. On va pouvoir lui associer un espace vectoriel tangent. Donc, dans le cas des fonctions de R dans R, leur graphe est une sous-variété de dimension 1, donc ça va être un espace vectoriel de dimension 1, ça va être une droite. Et pour les espaces vectoriels de dimension 2, comme par exemple les surfaces, ça va être un plan tangent. Donc, si vous voulez un exercice là-dessus, c'est le seul exercice qu'on n'a pas fait dans la fin de la feuille de TD de géométrie, de calcul diff. Et pour une variété de dimension D dans Rn, son espace tangent, ça va être un sous-espace vectoriel de dimension D dans Rn. Comment on le définit? On va le définir d'une façon qui fait un peu penser à de la physique. Un vecteur tangent, en quelque sorte, on va le voir comme le vecteur vitesse d'un point qui suivrait une certaine trajectoire. Ça va peut-être vous rappeler des vieux souvenirs de physique d'il y a très très longtemps. On va dire qu'un vecteur de Rn, il est tangent à la variété au point A s'il existe une courbe tracée sur M. Donc, vous imaginez par exemple si c'est la sphère, une courbe qui est dessinée sur la sphère, qui passe par A en 0, et son vecteur vitesse en 0, gamma prime de 0, c'est votre vecteur V. Dans ce cas-là, on dit que V, il est tangent à la variété M au point A. Et l'ensemble de tous les vecteurs tangents, on va l'appeler l'espace tangent. Alors, à quoi ça ressemble dans le cas que vous connaissez déjà? Si je prends une fonction C1 de R dans R, et que je prends son graphe, donc l'ensemble des points x, f de x, je m'attends à ce que l'espace tangent à un point de cette courbe, ça ressemble à la droite tangente que je connais déjà. Par exemple, si on déterminait l'espace tangent au point 1, f de 1, à quoi ça ressemble? Et du coup, pour le savoir, il faut que je prenne une courbe gamma définie sur un intervalle i à valeur dans m, au grand M. Ça veut dire que pour tout t, gamma 2 de t, donc la deuxième composante de gamma, ça va être égal à f de gamma 1 de t.
Et je sais que, si j'ai une courbe comme ça, C1, son vecteur vitesse en 0, donc gamma prime de 0, ça sera un vecteur tangent à la courbe. Ok, mais du coup, si je dérive ça, si je dérive gamma 2 de t égale f de gamma 1 de t, bah là, c'est de la dérivation pour des fonctions de R dans R, hein, ça me dit que gamma 2 prime de t, ça doit être égal à gamma 1 prime de t fois f prime de gamma 1 de t. Il y a une parenthèse qui a disparu ici. Et en t égale 1, j'obtiens donc que gamma 2 prime de 0, c'est égal à f prime de gamma 1 de 0, donc ça fait 1. Donc f prime de 1 fois gamma 1 prime de 0. Donc si mon vecteur tangent, je l'appelle xy, ça me dit que y, il est égal à f prime de 1 fois x. Donc il est sur la droite vectorielle qui est parallèle à la tangente au graphe de f en 1, f de 1. En 1, f de 1, l'équation de cette courbe ici, c'est y égale f prime de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Donc c'est la courbe c'est la droite pardon, qui est parallèle à y égale f prime de 1 fois x, mais qui passe par 1 f de 1. Donc l'idée, c'est que l'espace tangent, c'est ce que vous imaginez quand vous pensez à la droite tangente à une courbe, sauf que pour que ce soit un espace vectoriel, on translate cette droite, en l'occurrence, ou ce plan pour qu'il passe par 0. Et du coup, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas montré, l'ensemble de tous les vecteurs tangents à une variété en un point, c'est un sous-espace vectoriel de dimension D dans Rn. Pour le montrer, il faut qu'on montre que cet ensemble contient le vecteur nul. Donc, il existe une courbe qui passe par A, qui est dessinée sur M, et telle que gamma prime de 0, ça fait 0. Il est stable par multiplication scalaire. Ça veut dire que si j'ai une courbe qui passe par A en 0, qui est tracée sur M, telle que gamma prime de 0 égale V, il doit y en avoir une autre telle que gamma tilde prime de 0 égale lambda V, et elle doit être stable par somme. Donc si j'ai deux courbes, gamma 1 et gamma 2, telles que gamma 1 prime de 0, ça fait V1, gamma 2 prime de 0, ça fait V2. Il doit exister une troisième courbe gamma, telle que gamma prime de 0, ce soit V1 plus V2, et ça, c'est beaucoup moins facile. Pour la première propriété, il suffit en fait de prendre une courbe constante égale à A. Et bah, du coup, si je la dérive, ça fait 0. Donc le vecteur nul, il est dans l'espace tangent. Pareil pour la multiplication scalaire, ça ne coûte pas très cher. Donc, je vous laisserai si vous voulez regarder un peu les détails de ça par vous-même. Si on a une courbe qui passe par A, telle que gamma prime de 0 égale V, et qu'on définit la courbe gamma de lambda t, bah, du coup, gamma prime de 0, ça fait lambda fois gamma de 0 fois gamma prime de 0, donc ça fait lambda V. Et donc lambda V est aussi un vecteur tangent. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de montrer que c'est stable par somme. Donc si j'ai deux vecteurs V1 et V2, alors leur somme V1 plus V2, il est aussi le vecteur vitesse d'une courbe dessinée sur M. Parce que, a priori, il n'y a pas de raison. Je ne peux pas juste prendre gamma 1 plus gamma 2. Gamma 1 plus gamma 2, il n'y a pas de raison que ce soit toujours un point de M. Alors du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la définition d'une sous-variété qui nous permet de passer de M à RD pour 0. Et ça va beaucoup mieux parce que c'est stable par somme. Du coup, si je prends C1, c'est l'image de gamma 1 de la courbe par FA. C2, c'est l'image de gamma 2 par FA. C1, C2, c'est deux courbes qui vivent dans ce sous-espace vectoriel. Donc, leur somme vit aussi dans ce sous-espace vectoriel. Et du coup, si celle-là, je l'appelle C de T et que je la donne à manger réciproquement à la réciproque de FA, à FA-1, ça me donne une courbe qui vit dans M. Donc, encore une fois, je vous laisse regarder les détails par vous-même si ça vous intéresse. Qui passe par A en 0. Et si on calcule gamma prime de 0, donc avec la loi de composition des différentiels dont on a déjà parlé une trentaine de fois dans ce cours, ça nous donne bien V1 plus V2. Et donc V1 plus V2 est bien un vecteur tangent, et donc l'espace tangent est bien un sous-espace vectoriel. Et de même qu'on a plusieurs descriptions pour une sous-variété, chacune de ces descriptions va nous donner une façon de calculer l'espace tangent sans avoir... Parce que bon, de même que la définition initiale des sous-variétés, elle n'est pas très pratique,
Bah, imaginez s'il fallait déterminer l'espace tangent, quel sous-espace vectoriel c'est, en prenant toutes les courbes possibles, en les dérivant en zéro et en essayant d'en oublier aucune, ce serait impossible. Heureusement, on a ce théorème qui nous permet de dire si FA est un redressement local, donc ça c'est ce qu'on voit un peu déjà dans la preuve précédente, si vous la regardez en détail, c'est l'image réciproque par cet isomorphisme linéaire de l'espace vectoriel RD croix 0. Ou alors, et ça c'est vraiment le plus pratique, si M est décrite localement par une équation G, donc si M c'est l'ensemble des points tels que G de X égale 0 avec DG surjective, bah dans ce cas-là, l'espace tangent, c'est le noyau de DG de 1. Et si M est décrite par le graphe d'une fonction f au voisinage de chaque point, alors son espace tangent, c'est le graphe de la différentielle de f. Et donc avec ces descriptions, on obtient beaucoup plus facilement l'espace tangent d'un certain nombre de sous-variétés. Par exemple, si on reprend la sphère de tout à l'heure, comme d'habitude, elle est décrite par cette équation. Et du coup, si je prends un point de la sphère, le noyau de DG de A, de DG2 de A, c'est l'ensemble des points tels que 2A1x plus 2A2y plus 2A3z égale 0. Si je divise tout par 2, j'obtiens cette équation. Et donc, je peux calculer très facilement l'espace tangent AS2 au point A. Et plus généralement, je peux calculer tout aussi facilement l'espace tangent au point A1, A2 jusqu'à AN de la sphère de dimension n. Pardon, ça va jusqu'à n plus 1 ici, parce que c'est dans Rn plus 1. Autant pour moi. C'est la sphère Sn qui vit dans Rn plus 1. Et du coup, ce qu'on observe en fait dans ces deux exemples-là, c'est qu'en fait, les vecteurs x dans Rn qui sont tangents à la sphère, en fait, on voit ici que c'est ceux tels que produit scalaire de x avec a égale 0. Donc, le plan tangent à la sphère, il est orthogonal au vecteur A. Et ça, c'est un truc qui se voit assez bien géométriquement. Si vous imaginez la sphère, vous prenez un point qui est dessus. Déjà, faites-le avec le cercle dans R2. Prenez un point qui est dessus. Donc, ça vous donne un vecteur qui va de 0 à ce point-là. Et la droite tangente au cercle, c'est celle qui est orthogonale à ce point. Donc, vous pouvez dessiner ça, c'est assez sympa. Et ce qui est encore plus sympa, ce qui est encore plus rigolo, c'est que ça marche pareil avec les sous-variétés un peu plus bizarres dont on a déjà parlé. Donc, si vous voulez vous amuser à calculer l'espace tangent au tore en un point, je vous laisse le faire. Mais un autre truc dont on a parlé, c'est que l'ensemble des matrices orthogonales, c'était une sous-variété qui est décrite par cette équation. Et si vous prenez l'équation qu'on a donnée tout à l'heure pour DG, on peut calculer l'espace tangent au point identité de l'ensemble des matrices orthogonales. Donc là, il manque un truc, c'est le noyau. Ce n'est pas DG de IN, c'est le noyau de DG de IN. Et si vous reprenez la formule qu'on a obtenue tout à l'heure pour DG de M, vous pouvez en déduire la formule pour DG de identité. Et le noyau de DG de identité, c'est l'ensemble de toutes les matrices carrées, telles que H plus transposé de H égale 0. C'est l'ensemble des matrices antisymétriques. Et du coup, vous êtes arrivé suffisamment loin en maths pour que l'espace tangent au point matrice identité de l'ensemble des matrices orthogonales de taille n, c'est l'ensemble des matrices antisymétriques. Maintenant, cette phrase a un sens pour vous. Félicitations. Et là aussi, ce n'est pas juste pour dire des phrases qui n'ont apparemment aucun sens, mais en fait, si. C'est parce que, comme je vous disais, il y a cette théorie qu'on appelle des groupes de Lie, qui consiste à étudier géométriquement des ensembles de ce type-là, des sous-ensembles des matrices, entre autres. Tous les ensembles intéressants en général contiennent la matrice identité. L'espace tangent à un groupe de Lie en la matrice identité, c'est ce qu'on appelle son algèbre de Lie. Et ça aussi, c'est un objet particulièrement utile en recherche mathématique et en physique théorique, qui est l'objet de toutes sortes de recherches auxquelles certains de mes collègues ont essayé de m'expliquer, mais je n'ai rien compris. Mais on m'a dit que c'était important, donc je vous le dis. Ok, revenons à des trucs que je comprends. Une question qu'on peut se poser, on avait dit, c'est comment calculer la longueur d'une courbe. En fait, la longueur d'une courbe, on va pouvoir l'exprimer comme ceci. Si j'ai une courbe définie sur le segment 0,1 à valeur dans Rn, une courbe C1,
sa longueur, ça va être l'intégrale entre 0 et 1 de la norme de ces vecteurs tangents, gamma prime de t dt. Pourquoi c'est logique? Parce qu'en quelque sorte, quand vous prenez gamma prime de t, vous regardez en quelque sorte le bout de droite qui ressemble le plus à votre courbe. Et c'est un peu comme si on découpait notre courbe comme ça en un tout petit tas de tout petits vecteurs droits. Et du coup, après, on calcule leur longueur et on fait la somme de tout ça. Et si on fait ça de façon infinitésimale, ça devient gamma prime de t qu'on intègre en norme entre 0 et 1. C'est ça l'idée, en fait. Et du coup, l'idée est que quand on fait ça, c'est en quelque sorte la version infinitésimale de découper notre courbe en petits segments et de mesurer la longueur de chaque segment. Puis après, on fait tendre la longueur des segments vers 0. On obtient que les segments vont tendre vers les vecteurs tangents. Leur longueur va donc tendre vers norme du vecteur tangent. Et la somme va devenir une intégrale. Plus concrètement, si on essaye de faire ça avec le segment dans Rn, on obtient bel et bien que le segment AB entre deux vecteurs de Rn, on peut l'écrire comme l'ensemble des gamma de t pour gamma de t égale A plus t fois B moins A. Et si on intègre ce truc-là, gamma prime de t, ça fait juste vecteur B moins A. Et l'intégrale entre 0 et 1 de B moins A, qui est une constante, ça fait norme de B moins A. Donc on retrouve bien la longueur du segment qu'on connaît et on peut démontrer, c'est pas très difficile, qu'en fait c'est le chemin le plus court entre deux points. Une question qui est moins facile, c'est si je regarde non pas des courbes à valeur dans Rn, mais des courbes qui sont dessinées sur une sous-variété M. Et puis je prends deux points de M et je me demande, est-ce qu'il y a une courbe qui réalise le plus court chemin entre A et B tout en restant sur M? Et si vous trouvez que ça ressemble à de l'optimisation sur contrainte, c'est effectivement de l'optimisation sur contrainte. C'est une généralisation du théorème des multiplicateurs de Lagrange dont on a parlé qui nous permet de résoudre ça. C'est ce qu'on appelle le calcul des variations. Je me demande si en M1, il n'y a pas une matière qui s'appelle Introduction au calcul des variations. En tout cas, c'est un sujet absolument fascinant. Donc, en fait, ça consiste à faire comme on a fait pour les extrémaliers, sauf qu'au lieu de travailler sur un espace vectoriel fini, de dimension finie, on travaille sur l'ensemble de toutes les courbes. Donc, c'est un espace vectoriel de dimension infinie. Donc, ça demande d'être un peu plus prudent, mais on peut quand même développer un théorème qui ressemble au théorème des extrémaliers, qu'on appelle l'équation d'Euler-Lagrange. Et la théorie s'appelle le calcul des variations. Et si on applique ce théorème à ce problème-là, on obtient que si jamais une courbe réalise ce minimum, donc le théorème qu'on obtient, c'est comme le théorème des extrémaliers, il nous dit, s'il y a un extrémum, voilà ce qu'il doit vérifier. Et on obtient que si une courbe réalise un minimum de distance entre deux points, alors en chaque point, elle doit vérifier l'équation des géodésiques, à savoir que sa dérivée seconde doit être orthogonale à l'espace tangent AM au point où on est, au point gamma de t. Et donc ça, c'est une condition nécessaire pour espérer être le plus court chemin entre deux points. Est-ce que ça marche dans Rn? L'espace tangent à gamma de t dans Rn, c'est Rn lui-même. C'est un sous-espace vectoriel de dimension n dans Rn, donc il n'y a pas le choix, c'est Rn. Du coup, pour réaliser le plus court chemin entre deux points de Rn, il faut que gamma seconde de t soit orthogonale à tous les vecteurs de Rn en même temps. Donc, il faut que gamma seconde de t soit nulle. Donc, il faut que gamma prime de t soit constante. Donc, il faut que gamma de t soit affine et donc que ce soit un segment. Donc, on peut retrouver comme ça le fait que le plus court chemin entre deux points de Rn, c'est forcément un segment. Mais évidemment, là où c'est intéressant, c'est quand on a une sous-variété qui n'est pas Rn. Et du coup, il y a un autre sujet, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer l'essai là-dessus, puis je pense que ça nous emmènerait trop loin. C'est comment on formalise la notion de courbure. Donc là, ça va être plutôt des développements à l'ordre 2 de fonctions et de courbes et de choses comme ça. Mais on arrive de la même façon. On a étendu la notion de longueur à des courbes sur une sous-variété. On peut aussi étendre la notion de courbure à des sous-variétés de dimension quelconque. Et encore une fois, ce sont des questions qui ont un intérêt, entre autres, en physique théorique. Donc, vu que ça fait déjà 1h30 le week-end que je vous ai volé, je pense que je vais m'arrêter là. En plus, c'est un peu tout ce que j'ai eu le temps de préparer, je vous l'avoue. J'espère cependant que ça vous a semblé intéressant. Et encore
Encore une fois, si vous voulez approfondir ces points, les slides sont sur le pays. Si vous voulez plus de détails sur un point, je peux vous fournir des références. Et sinon, je pense qu'on va s'arrêter là et que je vais vous souhaiter un bon week-end. Et merci d'être venu écouter ça. Merci Adam. Merci beaucoup, J'espère que ça madame. vous a intéressé. Merci, au revoir. Bon week-end. Au revoir. Au revoir, madame.